Alors, on va pas se mentir, McKinsey, je pense pas que beaucoup de Français connaissaient encore il y a quelques jours ce cabinet de conseil qui est en train de devenir célèbre dans cette affaire, trop sans doute d'ailleurs, et c'est tout le sujet pour le président et son entourage, alors que certains parlent carrément d'un McKinsey Gate. Pardon de résumer un peu l'histoire, mais dans cette affaire, on est pointé du doigt le recours de plus important donc de cabinet de conseil au cœur de l'État, cabinet qui coûterait cher déjà à la base et qui en plus pour des cabinets qui peut-être ne paieraient pas d'impôts en France. Voilà donc pour le pitch de cette vidéo. Ça fait beaucoup. Hein. Bonjour Laurent. Bonjour, et puis on est en campagne présidentielle. Hein. Directeur de la rédaction de Boursorama. On en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que déjà, tous les jours, chaque heure, il se passe quelque chose. Ouais. Mais hier soir, on voit les images. Oui, c'est ça. Il y a une conférence de presse à Bercy. On voit Olivier Dussopt qui sera notre invité la semaine prochaine et Amélie de Montchalin pour la fonction publique, pour les comptes publics. Conférence de presse qui aurait dû avoir lieu ce matin, qui était avancée hier soir. Exactement. Preuve qu'il y avait un petit peu le feu au lac. Peut-être un petit peu de fébrilité. Un petit peu, voilà, pour expliquer, pour répondre à éteindre cette polémique. Alors qu'on a Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui expliquait également que le cabinet de conseil n'avait pas fait l'objet de clémence de la part des services fiscaux. Voilà, ouais. comme du monde dans cette affaire. Hein. Oui, il se passe beaucoup de choses. Peut-être petit retour en arrière, vous l'avez dit David, parce que c'est assez dense pour ceux qui auraient loupé le train en marche, oui. Même si effectivement ça fait de plus en plus de bruit. Tout est issu de ce rapport du Sénat, hein, le 17 mars, sur effectivement l'utilisation des cabinets de conseil par les pouvoirs publics. Et c'est un sujet où on n'a pas attendu ce rapport pour, déjà dans le passé, pointer une certaine opacité, et même avant Emmanuel Macron, sur le recours, vous l'avez dit, de plus en plus fréquent à ces cabinets, de façon, allez, on va dire toujours pas forcément très transparente, pour des montants croissants, et qui associent des cabinets de conseil à des décisions parfois stratégiques de l'État. Ce que fait ce rapport, c'est qu'il met des chiffres. Il met des chiffres sur ce recours, et notamment sur la période récente. Et il nous dit que de 2018 à 2021, les dépenses de conseil des ministères ont plus que doublé, avec en plus une forte accélération en 2021, puisque c'est plus 45%. Et que sur cette période, donc toujours cette période 2018-2021, on est passé d'un peu moins de 380 millions à 894 millions. Le milliard qui a triplé. Le milliard, diraient certains. Voilà. Précisons quand même que ce chiffre, parce qu'on entend... C'est aussi, on voit, vous l'avez dit, on est en campagne présidentielle, on a un peu tout et n'importe quoi. Sur ce chiffre, 894 millions, la moitié est consacrée à des dépenses de conseil en informatique. Voilà. Donc, il y a le côté, voilà, vous installez un logiciel dans une administration, vous vous faites accompagner, on est sur de la SS2I. Et ce milliard n'est donc pas 1 milliard versé à McKinsey, comme je l'ai lu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux dernièrement. Dans ce rapport du Sénat, McKinsey représente, et on l'apprend, 1%. Oui, sur la période, milliard, je crois, 1%. C'est ça, exactement. Voilà, sur la période 2018-2020. On pourrait se dire, OK, pas de quoi en faire un fromage, parce que 1% de, je ne sais pas combien ça fait, ça fait 1%. C'est peu, en tout cas, voilà. Donc, sur cette période 2018-2020. Voilà, sauf que McKinsey ne paierait pas d'impôts en France. Alors, c'est là où... Alors, il y a deux choses. Déjà, effectivement, sur la partie, vous l'avez dit, sur cette partie du marché public du conseil, c'est 1% pour McKinsey. Voilà. En revanche, le cabinet a été associé à beaucoup de décisions très, très, très symboliques du gouvernement Macron. Sur le Covid. Le Covid, la vaccination, les tests, le pass sanitaire, mais aussi la réforme des retraites, mais aussi la réforme des APL, mais aussi le bonus-malus de l'assurance chômage, des sujets emblématiques qui, en plus, à chaque fois, ont provoqué un certain remous dans l'opinion. Ça, c'est pour la première chose. Et cet autre sujet qui est apparu, est-ce que McKinsey, oui ou non, a payé ses impôts ? En France, à l'heure où on se parle, c'est toujours assez difficile de le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, entre 2011 et 2020, le chiffre d'affaires du français, c'était 329 millions d'euros. C'était 329 millions d'euros en 2020. Il a à peu près 600 salariés. Et, a priori, lors de son audition, Karine Tadjedine, qui est le responsable du pôle secteur public de McKinsey, disait « Nous payons l'impôt sur les sociétés en France », sauf qu'a priori, c'est encore une fois pas très clair. Oui, justement, on va en parler. Juste, je précise que 1% du business des conseils est dans les mains de McKinsey, mais donc le 89%, c'est Capgemini. Ah, mais il y a des groupes qui sont beaucoup plus présents. Capgemini, Eurogroupe, exactement. Voilà, d'autres groupes étrangers. Et ce gâteau-là, on retrouve, le rapport du Sénat est assez bien fait, on retrouve la ventilation des dépenses dans ce domaine. Sur l'ensemble des cabinets qui ont travaillé. Sur les 422 millions d'euros dont... Oui, parce qu'en fait, ils McKinsey a dit on a payé 422 millions d'euros d'impôts de charges sociales. On ne parle pas de la même chose. Nous, on parle d'impôts sur les sociétés. Là, mais alors, en fait, c'est là où
on n'arrive pas trop à comprendre. A priori, dans ces 402 millions, il y aurait effectivement les cotisations sociales qui ont été versées sur les salaires. Donc ça, c'est assez logique. Ensuite, une semaine plus tard, McKinsey a expliqué qu'une de ses filiales avait effectivement payé pendant 6 ans l'impôt sur les sociétés, sans préciser vraiment laquelle, ni pour quel montant. Donc, on a encore du mal vraiment à voir ce qui s'est passé. Oui, mais alors, il y a fraude ou pas, comme l'accusent d'ailleurs certains qui parlent de fraude, ou d'autres où on est dans le cadre de l'optimisation fiscale, qui, pardon de le rappeler, est légal, même si les règles ont tendance à bouger, notamment sur l'impôt sur les sociétés, même si ce n'est pas l'optimisation, mais sur l'impôt minimum. On revient sur un débat qui est vieux comme le monde, et c'est vrai que là aussi, en cette période de campagne, on va vite en besogne en parlant de fraude fiscale quand il y a optimisation fiscale. En fait, ce que fait McKinsey, c'est un procédé qui est très bien connu, c'est que la maison mère de McKinsey, qui est un groupe américain, elle est dans le Delaware. Il faut rappeler que le Delaware, c'est un tout petit État, fiscal, hein. Mais il est très apprécié aux États-Unis par les compagnies américaine, notamment parce qu'il permet de payer quasiment aucun impôt. Je crois qu'il y a une franchise à $250 pour la plupart des compagnies, donc c'est quand même assez génial. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes McKinsey, quand vous êtes un groupe international? Vous avez des filiales un petit peu partout. Dont une en France. Qui peut faire des bénéfices chaque année, mais vous, en tant que maison mère, vous allez lui imputer des charges parce que vous lui facturez des charges parce qu'elle bénéficie de la marque, elle bénéficie de votre assistance, vous lui détachez des personnels, etc., etc. Et puis à force de charges, finalement, quelquefois, ces charges, elles font qu'elles siphonnent, entre guillemets, complètement le bénéfice, et que du coup, il n'y a plus rien à taxer. On appelle ça les prix de transfert. Exactement. Voilà. Et en fait, c'est connu, largement connu, c'est encadré. Et en fait, toute la question dans ce terme d'optimisation fiscale, et vous devez le dire... Combien on facture? Combien la maison mère facture à la filiale? Combien on facture, ça c'est une chose. Et est-ce que c'est raisonnable? Si la mise à disposition d'une imprimante, je raconte n'importe quoi, vous coûte $4 000 par jour, bon, il y a peut-être des choses à voir. Donc, mais en fait, là-dedans, pour le moment, il n'y a pas dans le processus appliqué. On peut débattre de ça. Et c'est vrai qu'on pourrait débattre aussi de... Aujourd'hui, est-ce que l'État français, quand il a recours à un cabinet de conseil ou une entreprise, devrait dire, écoutez, moi, si vous faites ce genre de procédé, vous serez mis à l'écart des marchés publics. Ça, c'est un autre sujet. Mais à l'heure actuelle, de dire qu'il y a une fraude fiscale, non, on ne peut pas dire ça. Hier, en tout cas, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est monté au créneau pour dire que le groupe n'avait bénéficié d'aucun avantage. Exactement. Et nous avons engagé des vérifications fiscales avant la publication du rapport. Alors oui, c'est vrai, puisque le rapport a été publié le 17 mars. En même temps, l'enquête elle a commencé en novembre et visiblement, les vérifications ont été engagées en décembre. Donc, c'est effectivement avant la publication, mais c'est après le lancement de l'enquête. Il nous explique, Bruno Le Maire, que c'est la Direction générale des finances publiques et qui porterait sur 2 entités françaises. On a McKinsey et compagnie France et McKinsey et compagnie SAS, donc les 2 sociétés qui sont épinglées par le Sénat dans son rapport. On sait bien que de grandes entreprises internationales font des profits en France. Nous allons vérifier. McKinsey paiera tous ses impôts, tous les impôts qui doivent à la France. Rubis sur l'ongle, c'est ce que Bruno Le Maire a déclaré hier sur Europe 1. Est-ce que c'est une spécificité franco-française que de faire appel, d'avoir recours comme ça au conseil privé? Eh bien non, là aussi, essayons de mettre un petit peu de rationnel dans toute cette histoire. La France y consacre d'ailleurs plutôt moins d'argent que ses voisins européens. La Commission des finances de l'Assemblée nationale en 2019 nous disait que c'était 3,4 milliards en Allemagne, 2,5 milliards au Royaume-Uni. Le Danemark n'était pas très loin de nous sur la période de 2019, donc ça date un peu, on voit que mais on a quand même des ordres de grandeur. C'était 687 millions. Je crois que ça représente, alors que je ne dise pas de bêtises, sur cette période de 2019, 0,3% des dépenses de personnel. Donc c'est quelque chose qui est pratiqué par nos voisins européens dans des proportions similaires, voire supérieures. Tout ça est très politique. Il y a une élection, ça n'échappe à personne, qui est maintenant dans, on va dire, 10 jours pour le premier tour. Quel constat on en tire? On voit qu'en tout cas, ça peut potentiellement polluer, perturber la campagne d'Emmanuel Macron. Clairement, vous l'avez dit au début, le fait que cette conférence de presse soit avancée, qu'on envoie 2 ministres au front pour en parler, montre bien qu'en tout cas, du côté de LREM, on sent qu'il y a, on peut le dire, péril en la demeure. Sur le fond de l'histoire, on voit bien que à 10 jours de l'élection, il va y avoir une tendance d'un côté à dire circuler, il n'y a rien à voir, et de l'autre, c'est un scandale d'État. La vérité, elle est sans doute au milieu, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on se poserait la question de l'emploi par l'État. On dit oui, l'État est plein de fonctionnaires, il ne faudrait pas qu'il emploie des cabinets de conseil. Ils sont cher payés. Alors, là, on va y venir. Mais on pourrait très bien dire aussi, David, que les entreprises sont pleines de personnel extrêmement qualifié, ce qui ne les empêche pas d'employer des cabinets de conseil quand elles ont besoin d'une expertise précise sur certains sujets pour aller plus vite, pour avoir peut-être aussi un retour sur ce qui se passe à l'international. Beaucoup de cabinets de conseil sont aussi en ce qu'on appelle en assistance maîtrise d'ouvrage pour avoir un regard extérieur quand on lance un projet de l'État.
Donc là-dessus, ça me semble assez normal sur le fonctionnement. Par contre, c'est vrai, il y a eu des exemples, il y a eu du nitpicking, mais des exemples qui ont été sortis sur certains rapports qui ont coûté très cher, dont l'efficacité ou l'intérêt semblait assez limité. Vous l'avez dit, une journée de conseil, ça peut être jusqu'à 2700 € par jour. Bah ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas scandale d'État sur l'emploi, sur la proportion. Les mises en concurrence ont été respectées. Ça aussi, je pense qu'à priori, on peut le dire. Mais est-ce qu'on ne les surpaye pas? Mais est-ce que... Et après, la question de payer de l'IS, de l'impôt sur les sociétés en France. Voilà. C'est ça Voilà. Je pense qu'il y a ça. Il y a est-ce que on ne commande pas parfois trop vite des rapports dont on a peu besoin et qui coûtent cher et qui ne sont pas toujours au niveau qualité, il faut le dire. Est-ce qu'il y a aussi cette transparence fiscale? Est-ce que quand on veut être exemplaire fiscalement, quand on travaille avec l'État français, peut-être qu'on privilégie une espèce de patriotisme économique, les entreprises de conseil qui payent leurs impôts en France? C'est une question. Attention aussi à tout ce qui est conflit d'intérêts, quand on a été parfois haut fonctionnaire, qu'on devient salarié d'un cabinet de conseil. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être clarifiées. Après, sur ce qu'on a, sur les chiffres et sur les montants, il n'y a pas d'aberration dans ce qui s'est passé, dans cette histoire. Voilà, on voulait vous faire un petit topo quand même parce que... Ça parle. Voilà, pas mal. Donc voilà, on voulait redonner un peu les faits. On a donné les faits, les chiffres et les informations. Merci beaucoup, Merci, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci.